On doit normalement avoir la présence exceptionnelle de Madame Albertini de la délégation interministérielle en charge de la stratégie nationale. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Elle se présentera peut-être à son arrivée. Peut-être en attendant, comme le format webinaire, il n'est pas il y a peut-être de plus dynamique. Enfin, on a essayé de faire quelque chose de plus dynamique. Est-ce qu'il serait possible que chacun puisse se présenter dans le chat? Nous, ça nous donne, pendant la discussion, ça nous donne un petit peu un aperçu des personnes présentes. Alors, votre prénom, votre statut et la structure dans laquelle, ou les structures dans lesquelles vous travaillez. Et puis, on va commencer par se présenter. Du coup, moi, je suis Julie Bellambert, je suis médecin psychiatre. Je suis médecin de l'antenne 44 et 85, mais je gère tous les projets concernant l'adulte sur la région. C'est aussi pour ça que je suis en charge de la mesure 37 sur le plan médical sur le CRA. Bonjour, Emmanuelle Nina, donc médecin à l'ARS des Pays de Loire dans le département du parcours des personnes en situation de handicap, donc référente médicale sur l'autisme au sein des TND, du polyhandicap et du handicap rare. Et donc, moi, je suis Léa Grousset et je suis éducatrice spécialisée au CRA. Les missions sont régionales. J'interviens sur l'ensemble des départements et je suis notamment en charge, avec ma collègue Julie Bellambert, de la mesure 37, de la mise en place de cette mesure 37. Peut-être avant de vous laisser continuer, Julie et Madame Nina, comme je vous disais, on a essayé un peu de faire en sorte que le webinaire soit un petit peu vivant. On va lancer quelques petits sondages, on va vous poser aussi des questions. Alors, n'hésitez vraiment pas à poser des questions sur le chat, sur la discussion, ou bien sur l'onglet questions-réponses. Et il y aura un temps de questions à la fin. Également, moi, je peux vous ouvrir les micros à distance. Voilà. Effectivement, si vous levez la main, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main, je vais enlever. Si vous levez la main, moi, je peux vous donner la parole à distance. C'est vraiment possible et ça peut peut-être aussi faciliter certains échanges ou certaines questions ou commentaires que vous voudriez faire et qui serait plus facile de faire à l'oral. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu là pour rassembler justement l'ensemble de ces questions et cette organisation. Donc, vous pouvez aussi m'interpeller en privé si vous souhaitez, pareil, dans l'onglet discussion en sélectionnant mon nom. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, je ne sais pas. Du coup, si on regarde le chat, pour l'instant, je vois la présentation de deux professionnels. Il y a Monsieur Luchon, directeur du pôle Habitat, Accompagnement et de soins de la DAPEI 44. Il y a Madame Brochard, directrice territoriale de la DAPEI sur le nord du département de la Loire-Atlantique, sur différents types de structures, foyer de vie, FH, femmes, MAS, mais aussi SAVS et SAMSA. Comme il y a une dizaine de personnes sur ce webinaire, n'hésitez pas à nous repréciser un peu les types de structures que vous représentez, puisque ça nous permettra aussi d'affiner l'éclairage des propos qu'on va tenir par la suite. Donc, on a Monsieur Luçon, il ne nous entend pas. Alors, vous n'entendez pas qui, Monsieur Luçon, juste moi, ou est-ce que vous n'entendez pas non plus ma collègue Julie Bellambert? Donc, comme je ne sais pas si on m'entend pas, je continue. Oui, moi je t'entends, Julie. Du coup, je disais, il y avait Monsieur Deschaises, responsable de lieu de vie ADMR en Vendée. Excusez-moi, ça demande un petit peu de travail technique entre le partage d'écran et le chat.
Il y a Madame Guillou, responsable qualité de la DAP 44. On a également le PSM du pays de Chélan, représenté. On a également une assistante sociale pour l'association Voir Ensemble, qui gère à la fois des foyers de vie et des foyers d'accueil médicalisés. On a Madame Seigneur Foucault, médecin généraliste, sur différents établissements, dont des IME, femmes et masses. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de médecins inscrits, donc c'est assez chouette de pouvoir aussi avoir des collègues du corps médical. On a des cadres socio-éducatifs et 2 coordinatrices de l'EPSM du littoral Saint-Brévin. Et on a également des professionnels de l'accompagnement de l'association Organdi en Vendée qui travaillent en femmes et en foyer de vie. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les équipes de direction, il y a aussi des personnels plus au contact des personnes qui sont un peu ciblées par cette mesure de repérage. Ce sera assez intéressant de pouvoir décliner aussi vos regards de terrain sur la faisabilité et la praticité de cette procédure. Comme je vois que Madame Albertini n'est toujours pas arrivée, peut-être que je vous laisse la main sur replacer un peu la stratégie nationale et la mesure 37. Tout à fait. Alors, je vais être assez brève pour laisser Madame Albertini peut-être développer la stratégie quand elle va se connecter. Si vous voulez, peut-être après cette diapo, lui envoyer un petit mail pour savoir où elle en est. Oui, tout à fait. Donc, très rapidement, la stratégie nationale autisme 2018-2022 se termine donc en 2022. Et à partir du mois de mai, on va commencer normalement à réfléchir à la suite. Cette stratégie 2018-2022 faisait suite au 3e plan autisme dans lequel la part de l'adulte n'avait pas été très importante. Et donc, ça a été un point central de cette stratégie 2018-2022. Ça se poursuivra dans la stratégie suivante. Madame Bellambert vous en reparlera. La prise en charge des adultes, soutien aux adultes avec TSA au sein des TND sera toujours un point important de la stratégie nationale autisme. Donc, dans ce cadre, la mesure, dans l'engagement numéro 4, soutien à la pleine citoyenneté des adultes. Ah, je crois que Mme Albertini s'est connectée. Donc, avec un timing tout à fait parfait. Donc, j'en étais arrivée, Madame Albertini a juste présenté la mesure 37 dans ce train de la stratégie. Donc, je vais peut-être vous passer la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Après, le lien panéliste, si vous souhaitez être vu. Ça m'est égal, pas nécessairement. Le plus important, c'est que vous m'entendiez surtout. C'est comme vous voulez. On vous entend. On vous entend, oui. Ah bon, formidable. OK. Donc, vous me laissez dire un petit mot, c'est ça? Oui, en fait, on a eu le temps de se présenter. On a des représentants de femmes, de masse, de foyers de vie, oui. À la fois du côté direction, coordination et médecins, mais on a aussi des professionnels de terrain qui se sont inscrits sur le webinaire pour vous présenter un peu le profil des personnes qui nous écoutent. Très bien. Et donc, en effet, on voulait se présenter un peu la stratégie nationale et surtout cette mesure 37 et le repérage des adultes en institution, puisque c'est une mesure importante pour cette population adulte. Oui, alors je vous entendais dire que ça resterait une priorité pour la prochaine saison de la stratégie. Et en effet, je confirme tout à fait cette dynamique-là, cette position-là. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que je vous vois figé, donc je m'inquiète un peu. C'est OK? Je vous entends parfaitement. On vous entend très bien. Ah bon, très bien, parce que je n'ai pas de retour là, donc du coup, je ne sais pas si vous m'entendiez pas. Donc voilà, donc pour confirmer tout à fait ce qui vient d'être dit, peut-être je me présente en un tout petit mot. Donc je suis Laure Albertini, je suis en charge à la délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement du volet adulte
qui recoupe plusieurs types de mesures qui portent donc sur le repérage des adultes autistes en établissements médico-sociaux et en établissements sanitaires, et le développement de solutions pour adultes autistes en situation très très complexe, mais aussi le développement des services pour toujours les personnes adultes, ainsi que tout type de mesures qui peuvent favoriser leur inclusion au sein de la société et développer leur pleine citoyenneté, ainsi que cette excellente diapo vous est présentée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la diapo dans laquelle figure l'ambition 2, l'ambition 3 et l'engagement 4. Donc, c'est exactement dans tout le périmètre, enfin, une partie du périmètre qui m'est affecté. Voilà. Donc, vous confirmez de nouveau l'absolu engagement de la délégation dans cette mesure extrêmement importante, qui a pris beaucoup de retard. Je ne sais pas si cela vous a été souligné, mais en tous les cas, c'est une mesure qui a été beaucoup impactée par la crise Covid. Alors, ça n'est pas la seule, hein, on en est bien conscient, mais enfin celle-ci particulièrement, puisque vous étiez toutes et tous extrêmement évidemment impliqués dans vos établissements sur d'autres priorités, et c'est bien normal, ainsi que les collègues des ARS. Donc, il y a eu un petit peu de retard dans le déploiement de cette mesure, mais malgré tout, ce retard est en train de se rattraper, et je vous en remercie tous collectivement. Voilà, c'est une démarche qui est exigeante, hein, sur le plan à la fois de son déploiement, puisqu'il faut mobiliser les équipes de direction des établissements, il faut désigner des duos, il y a une méthodologie à utiliser, ça prend du temps, hein, c'est du temps homme. Donc, c'est une mesure qui est ambitieuse et qui est voilà, impactante pour les équipes. Il n'est pas question de se raconter des histoires par rapport à cela, mais enfin, ça fait aussi partie d'une démarche, on va dire, d'ensemble qui devra, je pense, à l'avenir faire partie un peu intégrante de la façon dont on observe, où on accueille aussi les différents publics, même si on se projette à un assez long terme. Je pense que de moins en moins d'adultes sans diagnostic arriveront dans les établissements, de fait. Enfin, on peut imaginer que c'est plutôt comme ça que les choses vont se manifester à l'avenir. Mais en tous les cas, pour le présent, voilà, cette méthodologie qui est celle du repérage de ces adultes est intéressante dans le sens où elle aide aussi les équipes à mieux identifier les personnes, à mieux comprendre quel type à mieux adapter les interventions qui seront qu'on peut leur proposer à ces personnes, et puis aussi à retravailler le parcours aussi de prise en charge ces personnes, je veux dire, l'articulation entre le sanitaire et le médico-social, puisque si on prend des personnes qui sont dans le sanitaire depuis très très longtemps, bon, peut-être qu'elles n'ont plus trop de raisons d'y rester, donc ça pose la question de comment ensuite on va prendre en compte ces personnes dans des établissements mieux adaptés, mais je crois qu'on y reviendra au cours de ce diaporama. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Comment dirais-je, c'est vraiment important à la fois pour les établissements sanitaires et pour les établissements médico-sociaux d'arriver à déterminer ces profils, à les repérer. Voilà. Et donc moi, je ne veux pas déborder Ne vous inquiétez pas. je ne veux pas déborder et surtout empiéter sur la présentation qui va être faite, mais en tous les cas, mon message, c'était exactement de dire ça, hein, à quel point cette mesure est extrêmement importante, parce qu'elle va permettre aussi d'ajuster les politiques publiques, de définir avec les ARS, d'affiner les besoins, hein, pour ces adultes autistes. Parce qu'évidemment, on n'a pas encore toutes les réponses, mais vous voyez, si jamais on se donne jamais les moyens de savoir qui on a dans les différents établissements et de quoi on parle, c'est pas vous tous, dont certains d'entre vous
être sensibilisés à la question de l'épidémiologie, que évidemment, si on n'a pas ces données-là, on ne peut pas parvenir à bien calibrer aussi les besoins pour pouvoir y répondre. Donc voilà, tant qu'on n'a pas cette visibilité, c'est difficile aussi pour nous d'aller réclamer des besoins supplémentaires, des moyens supplémentaires pour pouvoir construire des solutions adaptées localement. Donc on a tous intérêt, je crois, collectivement à jouer cette carte-là, même si elle n'est pas simple. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce n'est pas une mesure qui est isolée comme ça non plus. Elle vient en complémentarité, évidemment, à la fois des solutions pour adultes autistes en situation très, très complexe que l'on développe, mais qui sont des solutions, on va dire, voilà, qui ne concernent pas un très grand nombre de personnes, mais qui, néanmoins, vont avoir un impact ensuite sur la qualité globale de l'accompagnement dans un territoire donné, puisque à partir de ces unités, on va renforcer l'expertise pour les troubles graves très complexes. Et par ailleurs, à partir de la mesure 37 aussi, on voit se déployer, grâce à la démarche de formation qu'elle contient, on voit se développer des possibilités aussi de former les lignes 2 et d'activer comme ça des réseaux qui permettent aussi de venir en relais et en appui des centres ressources autisme, puisque vous savez également qu'on est engagé collectivement dans un travail qui consiste à réduire aussi les délais d'attente au diagnostic. Donc, il faut voir cette mesure-là comme venant s'inclure dans un ensemble plus vaste de mesures qui concourent toutes à, en tous les cas, faire en sorte que les personnes soient mieux repérées, mieux diagnostiquées, mieux accompagnées, mais aussi que les professionnels puissent être confortés dans leurs expertises et dans leur travail, et malgré tout aussi, avec cela, retrouver une forme enfin, ou en tous les cas, renforcer la qualité aussi de la vie professionnelle, voilà, la qualité de travail professionnel aussi. Ce n'est pas uniquement que destiné à améliorer le repérage des familles, voilà, des personnes. Je voulais juste dire ça et dire qu'il ne faut pas, dans le cadre de cette mesure, se laisser non plus, on a vu ça à l'occasion de différents points, se laisser décourager, on va dire, ou trop ralentir par des questions, on va dire, administratives de recueil de consentement qui pourraient poser problème. Il faut essayer de bien s'organiser pour, en amont, déminer au maximum les problématiques qui peuvent être soulevées dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Voilà. Tout à fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Bah, en tout cas, c'est très clair, hein. Merci beaucoup, Madame Alabertini. Moi, je voulais, d'un point de vue médical aussi, compléter la stratégie nationale qui parle de l'autisme au sein des TND, qui explique aussi cette redynamisation des démarches de repérage. Avancé ces dernières années sur la compréhension des troubles du neurodéveloppement. Et au sein de ces troubles du neurodéveloppement, vous avez dans les patients que vous accompagnez, dans les personnes que vous accompagnez dans les structures, des personnes avec un trouble du développement intellectuel. Et on sait que chez ce profil de personnes, on est plus à risque d'avoir également des troubles du spectre de l'autisme, puisque les TND sont plutôt intriqués les uns aux autres. Et que si on ne prend pas en compte les spécificités qui sont celles d'un trouble du spectre de l'autisme chez une personne avec un trouble du développement intellectuel, finalement, ça donne aussi un mauvais éclairage sur les comportements problématiques, sur certaines situations, et qu'un meilleur repérage permet une meilleure compréhension de la situation des personnes que vous accompagnez au quotidien, mais aussi vous ouvrez différentes pistes dans l'accompagnement, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui bénéficient d'accompagnement ajusté, hein, même si le repérage n'avait pas été fait. Et donc là, c'est vraiment pour permettre dans les situations où l'accompagnement ne répond pas aux besoins de la personne parce qu'on n'a pas cette grille de lecture de l'autisme, que le repérage est proposé. Je vous ai fait un petit récapitulatif que vous pouvez retrouver dans le diaporama qu'on vous enverra sur justement comment se déclinent les troubles du neurodéveloppement, sachant qu'il y a des chevauchements entre les différentes expressions d'un trouble du neurodéveloppement. Et puis, au sein d'une même vie d'une personne avec un trouble du neurodéveloppement, l'expression varie dans le temps. Donc, c'est important de se dire qu'il y a des moments où c'est plus le trouble du développement intellectuel qui pose problème dans l'accompagnement, d'autres où finalement, c'est plus les caractéristiques de l'autisme
qui viennent poser problème. Et on a aussi des troubles moteurs qu'on peut mieux comprendre quand on a une cartographie du fonctionnement de la personne, quand on comprend tous les TND d'une façon plus globale. Ce que dit du coup Madame Albertini, c'est que cette procédure de repérage, elle a plusieurs buts, à la fois pour la personne, avec un ajustement, si nécessaire, des accompagnements déjà proposés pour être plus spécifique à ses besoins et à ses spécificités. Ça permet aux personnes accueillies d'avoir une qualité de vie augmentée parce qu'elles ont moins d'efforts adaptatifs à faire, puisque c'est finalement les mesures d'accompagnement qui lui sont proposées qui diminuent ce coût adaptatif en lien avec son handicap. Et puis, c'est aussi une façon pour la personne de limiter l'apparition ou de diminuer les situations problématiques. L'idée, c'est pas non plus d'être dans un jugement des pratiques des établissements, mais plutôt dans une valorisation aussi de ce qui marche bien, de ce que vous proposez. Et lorsque justement il y a des choses qui sont un peu plus compliquées dans l'accompagnement ou qui sont vraiment plus compliquées, ce repérage permet justement d'ouvrir d'autres pistes sur ce qui est déjà proposé, sachant que on a des retours d'expérience avec les interventions proposées par le CRA depuis maintenant déjà au moins 2-3 ans, je dirais, sur le fait que quand on a un repérage qu'on pense à un trouble du spectre de l'autisme, le plus important pour les équipes, c'est de savoir comment faire en pratique au quotidien dans l'accompagnement des personnes. C'est aussi valoriser ce sens clinique que vous pouvez avoir, qui est déjà présent dans les équipes de terrain. Pour l'équipe, l'avantage aussi, c'est de pouvoir monter en compétences et de développer d'autres techniques d'accompagnement ou d'autres compréhensions des situations pour les personnes que vous accompagnez avec un trouble du spectre de l'autisme, mais également pour celles qui n'en auraient pas, puisque tout ce qu'on propose aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme sert aussi aux autres résidents et aux autres professionnels. Et puis finalement, si on diminue une partie des comportements problématiques grâce à l'accompagnement, ça diminue aussi la charge mentale et la charge la charge psychologique que les accompagnants doivent porter dans les situations difficiles. Pour repasser dans le temps, en effet, il y a eu des freins plus liés à la crise Covid qu'à la volonté nationale d'avancer là sur la mesure 37. Il faut savoir qu'avant même la mise en place de la stratégie nationale, il y a des régions qui avaient déjà commencé à expérimenter des outils de repérage en institution, puisqu'on était CRA extrêmement sollicité sur cette question de repérage et de diagnostic chez les adultes avec un trouble du développement intellectuel. Et que finalement, on a co-construit avec les CRA, mais également en lien avec le GNCRA et la DIA, une méthodologie validée pour faire partie du groupe national sur le diagnostic chez l'adulte. On a pu aussi échanger sur nos expérimentations de terrain, sur ce qu'on sait être plus efficace et moins coûteux en temps aussi sur ce repérage. Et donc, c'est vraiment un travail collectif qui a permis de valider une méthodologie qui s'est retardée dans l'application pratique. Fin 2021, l'ensemble des régions qui n'avaient pas été des régions pilotes ont participé à une formation animée par le GNCRA sur justement la méthodologie et les outils utilisés pour ce repérage des adultes en institution. Et à la suite de cette formation, où notre ARS était présent, on a travaillé de concert avec l'ARS, mais également le COPIL de notre CRA sur la méthodologie de déclinaison territoriale de la mesure 37. Sur la région, je laisse peut-être Madame Ninin expliquer les décisions qui ont été choisies, enfin prises plutôt, pour décliner cette mesure 37. Merci Madame Bellambert. Je voulais aussi remercier le travail que vous avez fait Madame Grousset sur cette méthodologie et puis la préparation des webinaires et puis toute la démarche qui va suivre. Nous sommes bien conscients de l'engagement du CRA sur cette mesure 37 dont Madame Albertini a bien rappelé l'importance. Sur donc, la méthode de travail que nous avons proposée, excusez-moi, j'ai un petit problème d'affichage, mais ça va se résoudre. Voilà, parfait. Donc, nous sommes en partie, compte tenu effectivement des difficultés des RH qu'il peut y avoir dans les établissements, de l'engagement nécessaire de l'établissement dans cette démarche pour qu'elle soit concluante et qu'elle apporte du bénéfice et aux équipes et aux usagers,
nous sommes partis sur un principe de volontariat. Il faut en effet un ou plusieurs binômes dans un ou plusieurs établissements. Ça sera une méthode assez souple. On en reparlera, Mme Bellemberg, quand on vous présentera la méthode. Il peut y avoir plusieurs organisations différentes en fonction du territoire. Ce binôme sera formé par le CRA et il ne faut pas du tout oublier que le CRA accompagnera les établissements dans la démarche tout au long de cette démarche, qui pourra s'étaler sur plusieurs mois. D'autres diapositives, s'il vous plaît, Dr Bellemberg. Donc, la méthode qui a été choisie par le CRA et l'ARS, les établissements ont reçu un courrier co-signé par l'ARS et le CRA. Nous avons opté donc pour une présentation de la démarche de 3 webinaires, plus des flyers qui vous ont été adressés avec le courrier. Nous proposons donc une date butoir de l'appel à volontaires le 25 mai 2022 pour avoir une vision globalement du nombre d'établissements prêts à participer pour adapter, on va dire, le calendrier d'intervention du CRA, de formation. On espère avoir beaucoup de volontaires, mais s'il y en a beaucoup, il va falloir quand même qu'on adapte aussi les moyens du CRA au nombre de volontaires. Mais on compte sur vous dans ce volontariat. La formation des binômes, donc Mme Bellemberg va revenir dessus, ça sera septembre 2022 au plus tard pour 2022. Je vous le disais, nous déploierons la méthode en fonction du nombre de volontaires, des moyens disponibles au CRA, mais on poursuivra la démarche en 2023 et plus. Voilà. C'est une démarche importante qui doit être bien faite. Donc, on prendra le temps de la déployer convenablement et l'ARS sera donc à l'écoute des établissements pour l'accompagnement de cette mise en place de cette démarche. Je vous repasse la parole, Dr Bellemberg, pour l'aspect plus technique. Et plus pratique. Ce qui est important de dire, c'est que là, je vais vous présenter la démarche de repérage. Le repérage, vous l'avez bien entendu, est aussi un moyen d'affiner les accompagnements et qu'on était déjà présent et qu'on restera présent pour les situations pour lesquelles justement il y aurait des problématiques autour de l'accompagnement en lien avec un possible TSA. On n'était pas fermé aux inscriptions de structures qui n'avaient pas un agrément avec autisme. Ça nous paraissait évident, mais on n'était pas non plus attaché à un diagnostic ficelé d'autisme pour être dans ces temps d'intervision, et donc on continuera comme ça. Après, c'est vrai que quand le repérage est effectif, les interventions proposées sont plus efficaces aussi. Sur la procédure globale de repérage, un petit résumé. Il y a d'abord un pré-repérage qui se fait essentiellement sur dossier, avec à la fois une analyse des diagnostics antérieurs, mais aussi des signes qui peuvent faire évoquer un trouble du spectre de l'autisme. Une fois que ce pré-repérage est effectué, il y a plusieurs temps d'évaluation proposés par le binôme auprès des personnes. Alors, il y a des évaluations en direct avec la personne, mais aussi sur papier pour retracer le parcours développemental. Je reviendrai par la suite là-dessus. Le CRA reste, en tout cas l'équipe support du CRA reste présent pour valider les propositions de pré-repérage et de repérage. Et à l'issue de la procédure, soit en effet, on se rend compte qu'il y a un trouble du développement intellectuel et que ça résume assez bien la problématique de la personne et qu'il n'y a pas de TSA associé. Et donc, on écarte la possibilité d'un trouble du spectre de l'autisme. Il peut y avoir au contraire tous les arguments qui vont dans le sens d'un trouble du spectre de l'autisme, et du coup, on considère que c'est un repérage positif et qu'il va falloir pouvoir réfléchir aux pistes d'accompagnement. Et puis, dans certaines situations, où malgré le regard de l'équipe support du CRA, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à creuser pour pouvoir être affirmatif sur la comorbidité entre le trouble du développement intellectuel et le trouble du spectre de l'autisme, ou d'autres troubles qui pourraient impacter aussi la situation. D'un point de vue concret, en termes de passation, ce pré-repérage sur dossier, il prend entre 10 et 20 minutes. Il y a un questionnaire sur les signes d'appel, plutôt sur la partie symptomatologique, en disant est-ce que certains signes sont présents ou absents. Et puis l'autre partie du questionnaire, et ça vous parlera peut-être plus, c'est qu'il y a énormément de diagnostics qui ont été posés avec des classifications anciennes, qui ne correspondent plus en représentation scientifique des troubles du neurodéveloppement, et puis même des classifications qui ont été utilisées en France qui ne correspondent pas à ce qui est attendu dans les recommandations de bonne pratique. Donc, on peut avoir des personnes, par exemple, qui avaient des diagnostics
d'autisme typique et atypique, à la rigueur, on sait que c'est un trouble du spectre de l'autisme, mais on peut avoir des patients avec un diagnostic de dysharmonie psychotique, dysharmonie évolutive, déficience avec des éléments de troubles de personnalité. On a, sur les dossiers papier, énormément de variabilité dans les diagnostics qui ont pu être posés, notamment chez les grands adultes, et puis même chez les jeunes résidents adultes. Il faut savoir que les nouvelles classifications étant sorties en 2014 pour le DSM-5 et la CIM 11 est en cours de validation en français, il y a aussi des diagnostics qui ont tardé à utiliser les nomenclatures internationales. Donc, on a un grille avec vraiment un grand panel de diagnostics qui peuvent correspondre et donc qui valident un pré-repérage. Sur les temps d'évaluation proposés, on a globalement 4 échelles ou documents à remplir. Il y a la première partie sur la trajectoire développementale. Comme on parle de trouble du neurodéveloppement, il faut voir l'évolution de l'expression des difficultés de la personne à travers le temps. Donc, c'est vraiment à ça que va servir ce questionnaire, dont je reviendrai un peu plus en détail par la suite. On a une observation directe de la personne avec le remplissage d'une grille qui s'appelle l'AMSE. Ça peut du coup être intéressant quand le binôme ne fait pas partie des structures qu'elle le fasse avec des personnes de l'équipe pour aussi transmettre son savoir sur les signes un peu spécifiques à regarder dans la communication ou dans le quotidien de la personne qui font penser à l'autisme. Et la partie GEVA simplifiée et enfin les critères de diagnostic à la fin pour vérifier si ça correspond bien à un trouble du spectre de l'autisme. Quand on parle de l'AMSE, là, qui est l'observation directe, c'est du coup un questionnaire qui tient sur une page. Quand on connaît la personne, ça prend une quinzaine de minutes, mais quand on ne la connaît pas, ça peut être un peu plus long, ça peut durer 20 à 30 minutes. En général, ça peut être fait sur un entretien prédéfini sur le fonctionnement de l'unité, et ça peut être avec une personne qui connaît le résident, que ce soit une personne de l'équipe, mais ça peut être aussi, si vous avez la possibilité d'être avec un représentant de la famille, par exemple, ça peut être fait. Et pour chaque item de cette grille d'observation, on a 3 points possibles. Donc, c'est vraiment 0, 1, 2, 3. C'est assez facile à côté. Et chez la personne avec un trouble du développement intellectuel, quand on a un score supérieur à 6, on sait que le risque d'être dans le trouble du spectre de l'autisme est plus important que quand on a un score inférieur. On a ensuite la partie bilan initial concernant la trajectoire du patient. C'est des éléments que vous avez généralement aussi dans vos documents, donc ça permet de les retrouver facilement. Vous allez les questionner et ça reprend vraiment le parcours de la personne, à savoir ce qui s'est passé au niveau du début des difficultés de la personne, mais aussi comment s'est passée la grossesse, quels sont les facteurs médicaux qui ont pu venir se surajouter ou expliquer les problématiques rencontrées. Il y a aussi toute la notion autour des carences qui ont pu être vécues dans l'enfance, puisqu'on sait que les troubles justement socio-affectifs dans l'enfance majorent. Ça permet aussi de pouvoir faire des diagnostics différentiels si nécessaire. Ça reprend aussi les antécédents, les différents lieux de vie, les diagnostics déjà mentionnés, mais ça on les a déjà quand on a rempli les grilles précédentes. Et puis après, ça permet de voir aussi quelles sont les difficultés de la personne dans l'accompagnement, mais aussi quelles sont les capacités et les ressources observées par l'équipe. L'idée, c'est déjà de pointer des choses qui marchent bien, parce qu'il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Et puis enfin, ça résume aussi les traitements et les suivis déjà en place, et surtout les liens avec la famille. Cette partie place avec la famille, c'est dans vos pratiques au quotidien. Mais il faut stipuler que ça a été redit et bien réécrit dans les recommandations de bonne pratique de 2018 sur l'accompagnement des personnes adultes avec un trouble du spectre de l'autisme. Le GEVA simplifié dans toutes les structures médico-sociales, c'est un outil que vous utilisez régulièrement, en tout cas la partie GEVA. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil d'évaluation fonctionnelle. Si le repérage doit donner des pistes d'accompagnement, c'est vrai qu'il faut voir justement où sont les points forts et les points faibles du fonctionnement de la personne. Et pour cette technique de repérage et cette procédure de repérage, il y a une adaptation du GEVA simplifié avec des items qui paraissaient plus pertinents quand on s'interroge sur un trouble du spectre de l'autisme, avec justement une version spécifique qui a été mise en place
en lien avec l'autisme grâce à l'expérimentation dans différents départements ou différentes régions. Je pense notamment aux Pyrénées-Atlantiques ou à la Bretagne. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus ciblé, mais vous avez sans doute déjà les différentes informations. Donc, le profil de fonctionnement, c'est aussi vraiment ce qui va permettre de dégager des pistes pour modifier l'accompagnement déjà proposé si cela est nécessaire. Puis les diagnostics, c'est important aussi finalement que les équipes les aient en tête. Donc, ça a l'occasion de monter en compétence sur ce qu'on attend en termes de problématiques chez une personne qui aurait un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans trouble du développement intellectuel. Et donc, il faut répondre présent ou absent à la fin de la démarche de repérage. Ça prend environ 5-10 minutes. Donc, au total, il y a une partie administrative avant de lancer la démarche de repérage par le binôme, notamment sur la partie recueil des consentements, là dont parlait Madame Albertini. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas la première région à être dans la déclinaison de cette mesure. Donc, on a aussi des idées, des freins et des leviers qui ont pu être rencontrés dans les autres régions. La partie pré-repérage, environ 10-20 minutes. La partie repérage avec les questionnaires, c'est entre 2 et 3 heures, selon les situations. Et puis, sur les différentes étapes, l'équipe support peut être interpellable avec différentes modalités d'interpellation, sachant qu'au début, on est sans doute plus présent qu'à la fin, quand il y a besoin aussi de durer dans le temps. Ma collègue vous a fait passer un sondage auquel je ne répondrai pas pour ne pas biaiser les résultats, sur la clarté là, de cette première, de cette explication de la procédure en tant que telle. Par contre, je ne sais pas si c'est toi qui affiches les résultats, Léa. Je pourrais les afficher quand... Tout le monde aura répondu. Oui, voilà, c'est ça. Faut que je mette fin au sondage pour les... Donc, pour l'instant, il y a 100% de réponses positives. Okay. Voilà. Ça a été très clair. Alors, je vois question-réponse. Bon. J'ai été super claire, c'est très, très favorable. Après, de toute façon, sur la partie plus explicite, c'est des choses qui sont reprises en formation par l'équipe support, là, justement, dans les formations proposées. Et dans la pratique, du coup, là, je vous ai décliné la technique de repérage en tant que telle, mais comment les choses vont se passer. Je vous fais un résumé avant, puis je viendrai dans le détail après de cette diapositive. Il faut savoir qu'une fois qu'il y aura eu un repérage par les structures des candidats ou des volontaires pour la constitution des binômes, selon le nombre et la répartition territoriale et structurelle de ces binômes, on aura un temps rapide de réflexion avec l'ARS sur la déclinaison possible du déploiement de notre plan d'action. Est-ce que si on a trop de candidats, de faire des choix d'étalonnage dans le temps de la déclinaison avec ces différents binômes, s'il y a trop de candidats, ce qu'on espère finalement. Et puis, dès que les candidats auront été validés, ce sera une réponse. On n'a pas encore la date butoir du retour de l'appel à volontariat, mais on est en train de travailler avec Madame Hénin. Il y aura cette formation proposée par le CRA sur d'abord 2 jours pour reprendre les bases du trouble du spectre de l'autisme, mais aussi de la démarche en tant que telle. Tout au long de cette technique de repérage, le CRA restera présent via l'équipe support, mais également sur le plan territorial, on continuera à proposer des temps d'intervision pour les différentes structures pour justement l'aide à l'accompagnement, excusez-moi. Et puis, une fois que la démarche sera lancée, pour consolider ce qui n'aurait pas été dit sur la première formation, mais pour revenir aussi sur d'autres aspects plus pratiques, si nécessaire, il y aura un 3e jour de formation qui sera environ dans les 6 mois après les 2 premiers jours de formation des binômes. Et puis, en parallèle, les différents CRA ont été mandatés pour faire des remontées des données de ce repérage via un outil national. Ça, c'est pour vraiment la forme de la mise en pratique de cette mesure.
En ce qui concerne la constitution des binômes, il n'y a pas de binôme entre guillemets idéal. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 2 professionnels des établissements. Alors, ça peut être dans les associations, ça peut être par exemple 2 professionnels qui viendraient sur plusieurs structures. Ça peut être des partenariats entre différentes associations, si ce n'est pas possible d'avoir un binôme pour une seule association. Enfin, vraiment, toutes les déclinaisons des binômes sont possibles en tant que telles. Les profils des professionnels, c'est assez varié. Ça peut être des éducateurs, des infirmiers, ça peut être des psychologues, des cadres de santé, des cadres éducatifs, des médecins, toute personne travaillant au contact des équipes et des résidents. Et puis enfin, ce binôme, non seulement il est déjà pensé comme étant un acteur de terrain, mais il faut aussi qu'il puisse porter cette dynamique là, de repérage d'une façon plus globale au sein des établissements dans lesquels il va intervenir. Et puis ce sera aussi ce binôme-là qui sera à l'interface avec les équipes support du CR. Sur les connaissances et les compétences requises, il y en a beaucoup qui sont déjà de base dans la formation des professionnels de terrain, mais qui vont pouvoir être aussi apportées grâce à la formation via l'équipe support du CRA. C'est notamment en ce qui concerne les connaissances, le fait de connaître le développement chez un adulte et quels sont les signes inhabituels de ce développement, notamment ceux qui font penser à un trouble du spectre de l'autisme. C'est vrai que c'est important de bien connaître le trouble du développement intellectuel et aussi de bien connaître l'autisme, puisqu'il y a des points qui peuvent paraître similaires, mais dans les mécanismes en dessous, en fait, c'est différent. Et ça explique de façon différente les comportements observés. Il y a tout ce qui est conduite à tenir sur l'évaluation clinique et directe avec la personne, mais aussi l'orientation, une fois que le repérage est fait, sur à la fois l'accompagnement qui peut être ajusté, mais aussi comment interpeller et quand interpeller l'équipe support ou d'autres partenaires si nécessaire. Et puis, c'est aussi dégager des pistes d'accompagnement et d'intervention auprès de cette population d'adultes avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais là encore, c'est une partie plus concrète qui sera proposée sur la 3e journée de formation, si nécessaire. Enfin, si nécessaire. Ce sera proposé sur cette 3e journée, mais il y a peut-être déjà des pistes d'accompagnement et d'intervention qui pourraient être dégagées. Et puis, pour le savoir-faire, c'est aussi vraiment pouvoir avoir un côté méthodologique, savoir utiliser les outils et comment les utiliser. Mais là, encore, on pourra venir en appui sur l'utilisation de ces différents outils de repérage du TSA chez les adultes avec un développement inhabituel. C'est aussi, vraiment ce que je disais tout à l'heure, mettre cette dynamique-là de repérage dans l'institution et dans les structures dans lesquelles on va, de façon plus porteur en partant de la pratique des différentes équipes. Enfin, l'équipe support du CRA, pour l'instant, on a une équipe constituée de Madame Grousset et moi pour le binôme, sachant qu'on va déployer, si nécessaire, une double équipe pour correspondre à l'ensemble de la région selon le nombre de volontaires qui seront volontaires justement dans les prochains mois ou même l'année prochaine. On va vraiment ajuster notre façon de fonctionner en équipe support selon les besoins des binômes. Le support, il pourra se faire vraiment par différentes manières. On est très ouvert sur les modalités d'interpellation, que ce soit par appel téléphonique, par visio, par rencontre sur site si nécessaire, partant en présentiel, pas que sur site, mais sur nos locaux du CRA, par exemple, c'est aussi des choses qui sont possibles. Donc, si on récapitule, les 2 premiers jours de formation, c'est vraiment une montée en compétences sur le pré-repérage et le repérage, et puis le 3e jour sur consolider les adaptations à faire une fois que le repérage est mis en place. Ce qu'on a pu voir avec Madame Grousset, c'est que si jamais des volontaires étaient très motivés rapidement, même si la date butoir fixée par l'ARS était au 25 mai, on pouvait déjà avoir des disponibilités début juin pour entretenir cette dynamique-là de volontaires qui pourraient apparaître. Donc voilà, je reviens sur cette diapositive juste rapidement pour vous dire que les interventions qui étaient proposées le resteront. Je fais de la pub pour nos interventions, même si on ne manque pas de candidats
pour présenter des situations, mais que c'est un atout qu'on peut déjà avoir de se dire qu'on est déjà dans des interpellations sur des situations cliniques de façon régulière dans l'accompagnement, pas que dans l'opérage, mais aussi dans l'accompagnement, et qu'on continuera à le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas les intervisions, c'est des temps proposés en vidéoconférence où on invite 3 structures différentes à nous parler d'une situation anonymisée. Et donc, les 3 structures sont présentes en même temps, ce qui permet à la fois d'utiliser les compétences que le CRA peut avoir de façon plus théorique et expertale sur le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi de partager les expériences de terrain, ce qui peut marcher dans certaines équipes sur le quotidien, quels sont les freins qui ont pu être levés par certaines structures, quels sont les freins rencontrés par d'autres, pour qu'il y ait un niveau un peu équivalent aussi des personnes qui sont autour de la table dans la réflexion. Et puis si on revient sur les dates avant de vous laisser la parole, Madame Ménin pourra vous rappeler là, les différentes échéances, et puis moi je ferai de la pub après sur les calendriers CRA. C'est juste pour rappeler effectivement que la démarche, même si elle n'était pas aussi formelle, avait déjà été engagée par le CRA avec ses intervisions, hein, d'être en alerte sur ces situations, que la méthode qu'on vous propose a un minimum de cadre, parce qu'il faut quand même qu'on estime un petit peu le nombre de volontaires en fonction des moyens, 2 équipes, une équipe au CRA et le calendrier, mais qu'on reste très souple dans l'accompagnement. Que sur les binômes, on le dit, on le répète, ça peut être un binôme par établissement, ça peut être un binôme sur plusieurs établissements, ça peut être un binôme fait de professionnels de 2 établissements différents. Sentez-vous quand même très libre sur la constitution de ce binôme. On n'a aucun diktat, aucun impératif. Ce qui est important, c'est la démarche d'engagement d'établissement. Et que je rappelle l'importance de cette mesure et que la mesure 37, l'objectif, c'est de la mettre en œuvre dans tous les établissements de santé mentale et tous les ESMS adultes. Pour faire connaître votre participation, donc, vous avez l'adresse contact@cra-pays-loire.fr pour faire remonter votre participation. Donc, on a mis une date butoir au 25 mai 2022, mais on reviendra de toute façon dans les établissements pour proposer d'autres dates en fonction de notre vision qu'on aura sur 2022, puis après sur 2023 et plus loin. Voilà, je ne sais plus si Madame Grousset avait son deuxième petit quiz maintenant, mais… C'est juste après ma pub de date. La dernière fois, c'était trop tôt. Du coup, sur les dates déjà ciblées dans nos agendas, on a mis une date avant l'été si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Et sinon, on a calé les 21 et 22 septembre pour les J1 et J2 proposés à la rentrée, pour que ça puisse aussi peut-être être un critère d'organisation quand les binômes pourraient être choisis. Puis les interventions, vous retrouvez vraiment toutes les informations sur notre site internet. Je vous ai mis un calendrier avec les dates possibles. On fonctionne un tout petit peu différemment selon les départements, puisqu'on n'a pas les mêmes populations en termes de nombre. Mais il y a des créneaux pour les adultes, quels que soient les départements, sachant que sur Ouest, notamment avec le 44, qui est un gros département en termes de demande, on a décliné par rapport au type de structure. Et si jamais il n'y a pas le nom du type de structure dans lequel vous travaillez, vous pouvez quand même nous demander des temps d'intervision. Et en fait, en fonction des profils des situations, on les cale sur les créneaux avec les partenaires qui seront le plus dans vos tranches de personnes accompagnées. Ma collègue vous a lancé du coup un petit sondage avant qu'on puisse justement venir sur la partie questions d'une façon générale. Peut-être pendant que les établissements répondent, si Madame Albertini, vous vouliez ajouter quelque chose à notre présentation. Oui, bah écoutez, en tous les cas, merci beaucoup parce que c'est très très clair et je pense que vraiment il y a tous les éléments et voilà, très bien présenté, résumé. Non, insister sur vraiment l'importance de s'engager dans cette démarche. Hein. Je me répète peut-être un petit peu, mais vraiment, bien sûr, c'est sur la base du volontariat, mais c'est quand même un volontariat qui est fortement encouragé, on va dire ça comme ça.
Voilà. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous vraiment. On sait que vous êtes tous très, comment dirais-je, très occupés et très impliqués, mais on a vraiment besoin que vous vous engagiez dans cette démarche. C'est vraiment extrêmement important et je pense que vous en tirerez un bénéfice, encore une fois, qui va au-delà du entre guillemets, je dis bien entre guillemets, simple repérage. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop les uns ou les autres, comment dire, pas découragés, mais en tous les cas impressionnés par voilà, ce que ça représente comme investissement. Mais c'est vraiment un investissement qui méritera, qui vous apportera une belle rentabilité, si on peut dire ça comme ça. Donc, C'est vrai qu'il y a un vrai coût de temps de ce repérage, mais en termes, à long terme, un meilleur repérage, ça diminue vraiment les difficultés d'une équipe. exactement. Et puis, de voir les difficultés diminuer ou s'apaiser parce qu'on modifie notre accompagnement, votre Exactement. accompagnement, et aussi sur la montée en compétences et la valorisation du fait que les équipes de terrain ont un impact positif sur les personnes qu'elles accompagnent. C'est un temps qu'on ne peut pas estimer dans l'absolu, mais qui est quand même régulièrement mis en avant par les équipes qu'on rencontre. Voilà, moi je pense qu'il faut le prendre presque comme l'intégrer d'une certaine manière à une sorte de dispositif, de plan de formation de l'établissement. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée? Il ne faut pas le prendre comme une action supplémentaire qui vient se rajouter à déjà un cahier des charges déjà bien fourni, même si bien sûr il n'est pas question de dire que ce n'est pas le cas non plus, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ce que vient d'indiquer Julie, c'est vraiment ça vient augmenter, je pense, très, très significativement, en tous les cas, l'expertise et les compétences des professionnels. Donc, c'est vraiment à mettre au crédit ensuite des personnes. Et en plus de ça, on sera à l'écoute. On l'est, hein, nous, à la délégation, sachez que c'est une mesure qui est extrêmement suivie de très près, y compris par Claire Compagnon elle-même, y compris à très haut niveau, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que bon, ça ne me paraît pas être forcément la première chose à mettre en avant, mais en tout cas dans l'équipe gouvernementale précédente, et il y a tout lieu de penser que ça sera aussi le cas pour la suite vu les enjeux, c'est extrêmement suivi et soutenu, y compris dans les hautes sphères administratives. Donc, ce que je veux dire, c'est que votre action, elle sera vraiment mise en avant et repérée. Donc, et de ce fait, ça permettra également de faire émerger des besoins qui seront ensuite regardés de manière à pouvoir y répondre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vous demande pas de faire un travail et puis après on vous laisse vous débrouiller. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. C'est qu'en lien avec l'ARS, hein, avec le CRA et avec l'ARS ensuite, il y a des discussions où on examine les besoins qui sont remontés à l'appui de ce repérage. Et j'allais dire quel qu'il soit. Hein. Alors, il y a des besoins, les plus souvent, ceux qui commencent à remonter, compte tenu du déploiement de la mesure qui débute, hein, d'une certaine manière, il y a assez peu encore de recul, mais ce que l'on voit apparaître, c'est essentiellement plutôt des besoins en termes de complément de formation. Voilà, et donc ça, par exemple, c'est un sujet qui peut se traiter au niveau régional sans à mon sens, énormément de difficultés. Voilà. Après, s'il faut créer des places supplémentaires, s'il faut structurer une offre d'accompagnement un peu différente, bien sûr que ça nécessite un travail supplémentaire, mais ça n'est pas impossible non plus. Voilà. N'oublions pas que nous sommes tous engagés dans une recomposition, vous le savez bien, du paysage de l'accompagnement des personnes handicapées globalement et des personnes autistes en particulier, et que donc tout ça va permettre aussi de mettre à jour ce qu'il est possible et souhaitable de mettre en place dans vos territoires. Donc, ça sera aussi grâce à vous et grâce à ce travail que vous allez mener, aussi bien, je le souligne, hein, dans le médico-social que dans le sanitaire, même si évidemment dans le sanitaire, les enjeux ou les conséquences ne sont pas exactement les mêmes. Mais c'est extrêmement important.
aussi que les établissements de santé mentale puissent s'engager dans cette démarche également. Je vois qu'on a eu plusieurs questions aussi qui sont apparues là dans le chat questions-réponses. Peut-être qu'il y a certains praticiens qui veulent prendre la parole. On peut débrouiller les micros si nécessaire. Je pense à la première question qui nous a été posée également hier. C'est pas sur le fait de s'engager ou pas, c'est sur le fait qu'il y ait trop de personnes à repérer dans les établissements. Ce qui est sûr, c'est qu'après, une fois que le binôme est repéré, la méthodologie de est-ce qu'on commence unité par unité, est-ce qu'on fait surtout, est-ce qu'on commence par les personnes qui sont déjà un peu pré-repérées par les établissements. Il y a aussi toute une méthodologie interne qui est à décliner selon la réalité de terrain. Quand c'est des énormes structures avec énormément d'employés d'unité, en effet, ce n'est pas tout le monde d'un coup peut-être qui sera repéré par le binôme, mais une méthodologie plus interne peut être pensée par binôme et par territoire si nécessaire. Oui, d'autant plus que, enfin, je ne sais pas si c'est à moi de répondre ou pas, mais je me permets juste de prendre la parole. Je pense que, si vous voulez, cette démarche de repérage, elle n'est pas exclusive d'autres types de démarches auxquelles procèdent un certain nombre d'établissements. Il y a quand même un certain nombre d'établissements qui font suivre leurs patients, voilà, dont les patients, c'est pas le bon terme, mais dont les personnes, dont les résidents bénéficient déjà de consultations médicales dans lesquelles il peut tout à fait y avoir un diagnostic qui soit posé ou des hypothèses qui soient formulées. Donc, la mesure 37, tout ne repose pas sur cette méthodologie de repérage. Il peut très bien y avoir déjà comme vous dites, des personnes qui ont déjà été pré-identifiées. Voilà, parce que n'oublions pas que derrière tout ça, c'est pas, comment dire, il y a bien sûr le fait de pouvoir compter un peu les personnes aussi pour pouvoir savoir quelle est la proportion, mais si on est en tant que responsable d'établissement dans l'idée qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent correspondre à ça, bah, on a encore plus, à mon avis, une grosse responsabilité d'organiser le diagnostic et surtout de former le personnel pour qu'un meilleur accompagnement soit mis en place, quoi. Voilà, vous voyez, c'est pas parce qu'on s'engage dans cette mesure que ça nous dispense de pouvoir par ailleurs avoir utilisé le dispositif de prise en charge de suivi médical pour pouvoir faire des diagnostics le cas échéant. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais vous voyez, c'est pas… Elle vient, cette méthodologie, se mettre en place dans le cadre d'un environnement qui est déjà existant. Est-ce que du coup, tu as pu noter des personnes qui levaient la main ou pas, Léa, comme je dois la mettre? Non, pour l'instant, il n'y a personne qui lève la main. En revanche, il y a plusieurs questions. Mais ça fait un petit peu le lien avec ce que Mme Bertini disait à l'instant. La question de la formation préalable du binôme, puisque le binôme doit avoir une formation préalable, une connaissance des TSA, et aussi, je pense que ça va avec, est-ce que cette mesure, elle sera accompagnée de financements un peu spécifiques pour former au TSA ou, j'imagine, à l'accompagnement des TSA? Alors, je ne sais pas, j'aurais peut-être séparé les deux questions, c'est-à-dire ceux qui veulent s'inscrire, par exemple, pour septembre, est-ce qu'il faut qu'ils aient une formation TSA au préalable? Non. Il y aura des bases qui seront rappelées sur cette formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les structures cibles connaissent déjà les personnes avec un trouble du développement intellectuel ou en tout cas un trouble de l'expression de leur capacité intellectuelle, qui n'ont pas de trouble du développement intellectuel, mais qui ne peuvent pas, notamment avec l'autisme, utiliser leurs compétences. Donc ça, c'est vraiment un prérequis, mais qui est presque logique, vu la population que vous accueillez dans les structures qui sont les vôtres. Pour l'affinage de la question du TSA, il y a une partie
qui sera refait sur la formation des 2 jours, pour justement comprendre finalement quand on passe une échelle, qu'est-ce qu'on va chercher et à quoi ça sert. Quels sont les mécanismes qu'on retrouve dans l'autisme qu'on ne retrouverait pas dans le trouble du développement intellectuel si on n'avait que cette expression-là. Donc, il y aura une partie qui sera dans la formation. Après, il y a beaucoup de structures qui ont été sensibilisées à l'autisme, mais ça ne fait pas forcément sens entre ce qu'on a appris en formation et ce qu'on voit dans la pratique. C'est aussi des fois ce qui manque entre les formations théoriques et les formations avec des éléments plus cliniques aussi. C'est aussi pour ça que des fois, les interventions sur l'accompagnement donnent des éclairages vraiment sur les hypothèses qu'on peut faire, nous, au CRA, sur les causes des problématiques observées, parce que c'est vraiment en lien avec les mécanismes de l'autisme. Donc, on est sur du repérage, hein, on n'est pas sur un diagnostic formel. C'est aussi pour enclencher sur la question est-ce que le repérage donne lieu à un diagnostic formalisé par le médecin du CRA? Quand on a un repérage validé par une équipe support, c'est peut-être qu'un repérage, mais c'est un repérage d'une qualité niveau 3. Enfin, on peut dire que c'est peut-être sur les modalités nationales qu'il faudra réfléchir sur ce qui est proposé sur d'autres régions et comment faire, mais ça peut arriver, ça a déjà pu arriver, hein, qu'on reformalise par écrit les diagnostics avec des recommandations en vigueur sur les classifications à la suite d'interventions, par exemple. Je pense qu'il ne faut pas se limiter dans l'engagement de la démarche parce qu'on n'a pas eu une formation préalable sur les TSH. Je crois que ce n'est pas du tout l'objectif. On ne vous demande pas d'avoir un niveau de centre ressources autisme pour le diagnostic. On vous demande donc d'avoir un engagement pour le repérage. Voilà. Et puis, clairement, hein, pour la population avec un trouble du développement intellectuel, le risque de surrepérage est extrêmement modéré par rapport à une population qui n'aurait pas de trouble du développement intellectuel. Et le risque de se dire, bah voilà, on valide un repérage et finalement, c'est quand même pas de l'autisme derrière, il est nul pour la personne pour qui on aurait surrepéré un autisme. Je le redis médicalement parce qu'il n'y a pas de risque à avoir repéré positivement, alors finalement, c'était peut-être pas ça. Pour continuer à répondre à la question de M. Luçon, alors, Madame Minon, pardon. Non, excusez-moi, justement, c'est que M. Luçon, il demandait à prendre la parole, donc peut-être que c'est l'occasion. Ah, parce que je n'avais pas répondu à sa question qui était posée, mais allons-y, allez-y, M. Luçon. Normalement, vous pouvez activer votre micro, M. Luçon, si vous voulez. Voilà. Oui, voilà, je pense. Bonjour. Okay. J'avais une question, c'était par rapport à l'organisation éventuellement du binôme. En fait, moi, dans mon pôle, j'ai plusieurs établissements, des foyers d'accueil médicalisé, des foyers de vie. Et puis, on a une équipe mobile qui peut se déplacer sur les différents établissements, qui vient en soutien surtout de l'aspect accès aux soins. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il serait plus pertinent de former un binôme qui soit qui interviennent au sein des différents établissements dans l'idée d'avoir un binôme qui en fait monte en termes de compétences dans le repérage qu'on pourrait mobiliser, ou plutôt, est-ce que vous êtes plutôt favorable à créer de multiples binômes pour, je dirais, essaimer la démarche au sein des établissements? Voilà. Je pense qu'on n'a pas une réponse absolue à donner. Le fait qu'il y ait déjà une équipe qui se déplace dans plusieurs structures, c'est déjà une dynamique favorable de partage d'expérience et de prise de recul aussi sur les situations. Donc, c'est plutôt positif. Après, ça dépend peut-être aussi de la population et du nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un seul binôme qui se déplace, mais quand il y a énormément de situations à repérer, il peut y avoir un engorgement de ce binôme-là. Donc, c'est vraiment très dépendant des structures, des associations, des territoires. Si c'est un binôme, c'est déjà bien. Et finalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre binôme qui sera formé ultérieurement ou plusieurs binômes ultérieurement. Et ça, c'est vraiment plus en termes de fonctionnement de la structure et des liens interstructures qui existent sur le territoire, je pense. Et du coup, si je peux me permettre une deuxième question, vous avez évoqué un peu tout à l'heure l'articulation entre, disons, la question entre le repérage et le diagnostic. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, disons, c'est vis-à-vis des familles, par exemple, des personnes accompagnées? Justement, c'est aussi
On va C'est une question. Voilà, on va s'engager sur un repérage éventuellement. On peut informer voilà, qu'on est dans un repérage, mais avec, je pense, la prudence qu'il faut bien qu'on explique aux familles. On ne fait pas de diagnostic, mais il peut y avoir quelque chose d'un peu de frustrant qu'on commence à repérer et comment on peut. Est-ce Alors, que ça peut faciliter, accélérer la question du diagnostic, qui peut parfois être attendu aussi? d'une part, ça peut accélérer le diagnostic parce que si on a tous les éléments, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller dans le diagnostic. Et d'autre part, je pense que les familles, ce qu'elles attendent aussi beaucoup, c'est au-delà du diagnostic, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez mieux compris le fonctionnement de mon enfant. Et présenter le repérage comme on va aller plus loin, voir s'il y a des éléments de fonctionnement de votre enfant qu'on n'a pas compris. Et si c'est le cas, on va ajuster l'accompagnement. Je pense qu'en soi, c'est déjà une des réponses les plus importantes attendues par les familles. Je vois que Madame Albertini lève la main. Oui, ce que je voulais dire sur ce point-là, c'est qu'on a vu apparaître parfois à certains endroits le risque que les familles refusent de donner leur consentement, de peur que si un diagnostic était établi, leurs proches soient orientés dans un autre établissement et voilà, et qu'ils perdent leur place. Enfin bon, il y a des craintes un peu irrationnelles qui peuvent être éventuellement associées à l'engagement, à leur consentement à cette démarche. Il faut absolument les rassurer sur ça parce que voilà, l'objectif, ça sera pas du tout ça ne change rien à la prise, à l'accueil actuel des personnes et rien ne se fera de toute façon jamais sans leur consentement. Donc, il faut vraiment les rassurer. C'est pas parce que, admettons qu'on aille jusqu'à poser un diagnostic que pour autant les personnes seront invitées à quitter l'établissement pour aller dans un autre. C'est en tous les cas pas du tout un objectif immédiat. Hein. Donc, il faut vraiment qu'elles comprennent que c'est l'intérêt de leurs proches d'accéder à ces informations-là. Voilà. Et par ailleurs, je vais être obligée de vous quitter. Donc, je m'excuse par avance. Je regrette de devoir vous laisser là, mais je pense que la réunion va bientôt se terminer probablement. Mais je suis obligée de vous laisser. Donc, alors, je voulais vous dire que je reste évidemment à votre écoute. L'équipe du CRA le sait bien, ainsi que le GNCRA et la DGOS. Hein, donc, n'hésitez pas à nous faire remonter tous vos questionnements et vos difficultés éventuelles pour qu'on puisse vous aider. Vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même bateau là. Donc, surtout, ayez bien conscience de ça. Merci beaucoup, Madame Albertini. Et puis, en effet, on a des temps réguliers de travail en off au niveau régional et national. Et donc, on se fait intermédiaire à la fois de la partie nationale, mais aussi des remontées de terrain sur les freins et les leviers qui peuvent être rencontrés. Exactement. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce projet-là, c'est que ça renforce le réseau, ça crée un réseau aussi autour du CRA et ça permet d'ouvrir les établissements sur la question de l'autisme, même si ils sont confrontés à d'autres types de handicaps et nous le savons bien et ça n'est pas une question simple à résoudre. Mais je crois que voilà, plus il y aura de liens qui se développent avec le CRA en particulier, hein, localement, et puis subséquemment avec le GNCRA et puis nous, et mieux on pourra collectivement répondre aux besoins de ces personnes, mais aussi des professionnels, bien entendu. Voilà, donc je vous quitte et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Beaucoup, en tout cas. Oui, merci beaucoup à vous. Merci Hein. beaucoup. À bientôt, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je termine peut-être sur la question. Parti pour répondre à une question, me semble-t-il. Oui, de Monsieur Luçon, donc une question sur les formations TSA avec une demande de financement spécifique. Alors, je vais répondre de deux façons. Donc, je le disais, nous sommes à l'écoute des établissements en fonction de la demande et de la situation de l'établissement. Mais je rappelle quand même qu'il y a aussi au niveau de la région actuellement en cours le déploiement de la formation START qui concerne l'ensemble des établissements adultes, enfants, et qui donc est une opportunité aussi pour les établissements de former des personnels au TND, dans lequel donc le CREAI, le CRA, le réseau Pédia,
Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans le déploiement de cette démarche, y compris l'ARS. Peut-être, Madame Nina, on pourra envoyer les liens avec les informations sur justement tout ce qui est formation START avec le support du webinaire. Tout à fait. Je me le note. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres… alors, en effet, sur la question repérage positif et diagnostic, vous avez bien vu, on n'est pas encore bien au clair sur le curseur à mettre entre les deux, mais on y travaille activement pour correspondre aussi aux attentes des terrains, mais aussi des attentes nationales. Vous voyez bien qu'on est, on est aussi aux prises de ce que font nos voisins. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions que… Oui, il y avait la question sur des modèles de courrier pour les demandes de consentement. Il me semble qu'on a ça sur notre espace. Oui, en fait, je pense on qu'on a un package national qui nous a été donné par rapport à cette mesure de repérage. Et il y a même des avancées qui sont en train d'être faites pour un support synthétique et visuel pour les familles qui auraient également un handicap divers et variés, mais peut-être aussi besoin d'informations claires parce que ça peut paraître un peu nébuleux. Un courrier expliquant la mesure 37 et en quoi on a besoin de recueillir des informations. On a également prévu sur la région, de faire un temps d'interpellation des structures qui portent les tutelles et curatelles, parce que ça a pu être nommé comme un frein dans d'autres régions, en disant que si on leur explique également la mesure, ça permettra peut-être de faciliter le recueil de consentement lorsque ce n'est pas la famille qui est représentante légale. Donc, selon les retours, là, on va, avec le support du webinaire et les différents éléments qu'on va vous transmettre, on verra aussi avec Madame Minin sur une date de retour qu'on vous fera pour les volontaires, sur justement la validation de la candidature en tant que volontaire et la suite. On nous demande où est-ce qu'on peut trouver le courrier. J'imagine que c'est le courrier de demande de consentement. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra transmettre au moment de la formation des binômes ou alors au moment de la demande de volontariat dans l'engagement, dans la mesure. Je ne sais pas, Julie. Oui, je pense qu'une fois qu'on a les volontaires, on pourra justement aller dans du concret rapidement sur ce qu'on a dans les boîtes à outils proposées au niveau national. Il y a également une question sur la disponibilité que le CRA pourra avoir pour l'accompagnement porté au binôme en garde de la charge globale. Comme le disait ma collègue Madame Bellambert, pour le moment, nous sommes deux du CRA sur cette action, sur cette mesure. Il y a le recrutement d'une infirmière qui est en cours et donc ça va quand même arriver sous peu. Et il y a également la possibilité d'élargir cette équipe, notamment sur la partie 44-85 au niveau des départements. Voilà, selon le nombre de structures qui s'engageront dans la démarche. Donc, les moyens seront mis en œuvre pour accompagner Mais ne vous limitez pas sur cette question-là pour nous déposer vos candidats, enfin, votre participation. Oui, c'est pas un frein dans l'absolu, c'est plus une modalité de voilà. Le déploiement de la mesure 37. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Oui, allez-y. Est-ce vous pensez qu'il serait possible, par exemple, d'avoir une connaissance des binômes qui interviennent déjà ou qui sont en place pour avoir peut-être de l'échange d'expérience, un retour d'expérience entre des binômes voilà, qui veulent se lancer, qui veulent avancer là-dessus, ou alors c'est du rôle du CRA de jouer cette mission un peu d'interface. Voilà, je pense un peu à une sorte de communauté de pratique de binôme. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. On a eu la même question hier, donc c'est assez raccord. On a en effet des liens avec…
Je n'ai pas de chien chez moi. Julie, si tu veux, je peux répondre si ton chien décide de ne pas te laisser parler. Donc, effectivement, on a eu la même question hier. Nous, on peut vous mettre en contact avec des structures qui ont déjà commencé et qui sont déjà bien avancées dans la démarche, notamment sur les 3 régions pilotes. Et on peut se chercher oui, des binômes qui d'accord pour peut-être témoigner enfin, voilà, échanger au moins lors de la formation des binômes, ça peut être une idée pour ce temps-là. D'accord. Merci. Normalement, c'est bon, je peux reparler. Clairement, c'est vrai que dans les donc on a vraiment des reculs qui peuvent être anciens. Si cela répond à vos questions, du coup, on va pouvoir mettre fin peut-être à la session de webinaire. Et puis, s'il y a des questions qui viennent dans un deuxième temps, n'hésitez pas à les adresser à l'adresse CR1. On pourra aussi y répondre si ça vient a posteriori. Et du coup, voilà, on voulait vraiment vous remercier de votre participation. Voilà, on reste disponible même avant de vous engager dans la mesure si vous voulez reprendre contact avec nous, on est disponible. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Participation. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Peut-être que tu peux arrêter l'enregistrement, Léa.